Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cet événement organisé dans le cadre de la semaine de la pensée antispéciste. On vient du coup questionner par cette semaine le rapport entre les humains et les autres animaux. Et surtout cette semaine, on va l'organiser par Nous Sans Science, que moi je représente aujourd'hui, qui est une association étudiante basée à Rennes et sur le campus de Rennes 2. Nous contestons du coup la façon dont les animaux sont considérés et traités par notre société. Et dans ce cadre-là, nous militons à travers des actions de sensibilisation, des débats, des projections, des conférences au sein des campus étudiants de Rennes. Et du coup, je vais laisser la parole à Victor présenter l'espace. Bonjour à toutes et tous, c'est la dernière journée de notre semaine de la pensée antispéciste déjà. Alors je rappelle pour celles qui n'étaient pas là encore que c'est un événement complètement libre et gratuit, mais l'événement a un coût, donc n'hésitez pas à participer pour nous aider à financer cette super semaine. Vous pouvez aller soit sur la page Hello Asso, vous pouvez la trouver en tapant Semaine de la pensée antispéciste Hello Asso dans vos moteurs de recherche ou en scannant le QR code qui sera à la fin disponible sur le petit stand où vous retrouverez des livres, des ressources et où vous pourrez aussi financer, aider à soutenir l'ASPAS en achetant à prix libre des badges, des autocollants et autres ressources, brochures, tout ce qui vous plaira et que vous voudrez emporter ce soir et à la fin de cet après-midi. Reste du programme d'aujourd'hui, donc on va commencer par une conférence du campus animaliste qui sera suivie à 15h30, 15h45, on a un tout petit peu de retard, par un atelier du collectif rennais pour l'égalité animale sur les liens entre spécisme et capacitisme. Après, petite pause goûter, sinon ça fait long d'enchaîner toutes les conférences et les ateliers. Et on finit sur un atelier de résistance écologiste Rennes sur les liens entre antispécisme et écologisme. Et après, on en aura fini pour ce qui est à la maison de l'Asso, mais la journée ne sera pas terminée parce qu'on finit sur un très beau double concert au bar La Bascule à partir de 19h. Voilà, donc c'est full jusqu'à la fin de la nuit. Et je vous laisse avec Romain et Alice du campus animaliste qui vont déjà vous présenter le campus parce que je pense qu'ils et elles le feront mieux que moi et vous donner une conférence donc sur implication des jeunes et politisation de la cause animale. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus à cette conférence. Alors comme vous le savez, récemment ont eu lieu les élections présidentielles et législatives et la question animale n'a pas manqué d'y prendre part. Alors le parti animaliste a présenté une candidate pour la présidentielle, Hélène Touy, ainsi que des candidats pour les élections législatives. Ces élections législatives ont aussi vu l'élection d'un député antispéciste, Aymeric Caron de la REV. Et il n'y a pas si longtemps a été votée la loi maltraitance animale qui a permis des avancées historiques sur le sujet. Alors on voit que la politisation de la cause animale s'intensifie depuis quelques années et que la question animale devient un sujet de discussion à part entière des débats politiques. Et dans ce contexte, vous vous posez peut-être des questions sur la politisation de la cause animale. En quoi consiste-t-elle ? En quoi est-elle nécessaire pour faire avancer cette cause ? Et dans tout ça, quel rôle jouent les jeunes dans cette politisation ? Et en quoi sont-ils essentiels à la dynamique d'une cause, et notamment la cause animale ? Alors on va tenter de répondre à ces questions durant cette conférence, mais tout d'abord laissez-moi nous présenter. Donc nous sommes le Campus Animaliste, l'association de jeunesse du Parti Animaliste qui est née il y a maintenant 1 an. On a au campus différents objectifs, notamment rassembler les jeunes autour de la question animale, politiser la question animale, donc ce qu'on va développer un peu dans cette conférence, promouvoir l'engagement politique des jeunes, on va aussi voir ça dans cette conférence, et nous former à la fois à la question animale, mais aussi à l'action politique. Alors cette conférence va vous être présentée sous la forme d'une conférence quiz par Alice et moi-même, donc je te laisse te présenter Alice. Bonjour à tous, alors déjà merci à vous d'être ici à cette conférence, ça nous fait vraiment très plaisir. Donc moi je m'appelle Alice Pied, j'ai 16 ans, je suis actuellement lycéenne et je suis cofondatrice et coprésidente du campus animaliste. Et moi-même, Romain Vandenbroek, aussi coprésident et cofondateur du campus animaliste. Alors comme je disais, cette conférence va être sous format de conférence quiz. Alors ça va être une conférence parce qu'Alice et moi on va beaucoup parler, mais ça va aussi être un quiz parce qu'on va vous poser des questions assez régulièrement pour tester vos connaissances sur le sujet. Et j'ai loupé cette slide et je laisse tout de suite la parole à Alice qui va vous faire un état des lieux de la mobilisation de la société civile aujourd'hui autour de la question animale. Merci Romain. Alors je vais commencer tout de suite cette première partie, donc qui va traiter de l'importance de la politisation de la cause animale aujourd'hui, par une question. Alors
Alors une question, attention, en quel siècle a été fondée la première association de défense animale? Alors je précise, on va pas interroger à haute voix, on va faire un lever de main pour chaque réponse, donc je vais dire le petit A, B, C, D, et tous les gens qui pensent que c'est le A lèvent la main pour le A, tous les gens qui pensent que c'est le B lèvent la main pour le B, etc. Vous êtes prêtes? Alors, à votre avis, en quel siècle a été fondée la première association animaliste? A, 18e siècle. Personne. Ah, ok, une personne. Petit B, 19e siècle. Oula, il y a foule. Petit C, 20e siècle. Ah. Et petit D, 22e siècle. Ok, nous voyons un public très très perspicace. Alors, la foule a gagné, car la première association de défense animale a bien été fondée en 19e siècle. Il s'agit précisément d'une association qui a été fondée donc en Grande-Bretagne en 1824, la Royal Society for the Promotion of Cruelty to Animals, excusez mon accent. En France, la Société protectrice des animaux, donc la SPA, très très connue en France, est la première association de protection animale à être créée en 1845 et elle est reconnue déjà d'utilité publique en 1860. Bon, à l'époque, les idées animalistes n'étaient pas aussi étendues qu'aujourd'hui. Elles se concentraient principalement sur la protection des animaux dits de compagnie, donc principalement des chiens et des chats, mais ça montre quand même une prise de conscience qui tient ses racines de assez loin. Ensuite, grâce aux lanceurs d'alerte et à la médiatisation de la piètre condition animale dans notre société, l'opinion publique, donc de par l'action des associations qui se développent de plus en plus, est favorable à de réels changements. Et l'on peut le voir cela par une forte augmentation de nombre de personnes qui sont végétariens, véganes, ou qui créent des associations ou militent dans des associations. Aujourd'hui, il existerait plus de 1000 associations animalistes en France. Donc on peut voir qu'un certain bout de chemin a été fait depuis le XIXe siècle. Et aussi, pour avoir une idée un peu plus concrète de l'avancée fulgurante des idées animalistes, alors c'est une anecdote mais qui est assez parlante. Au début des années 2000, un seul article de presse en France mentionnait le terme vegan. Et en 2017, il y en avait 1638. Donc ça montre aussi vraiment une évolution de la démocratisation de ces termes-là. Alors ensuite, un autre pan de la société, c'est démarqué sur l'avancée de la condition animale, donc d'autres structures qui sont très révélatrices de l'opinion publique. Donc une autre petite question pour introduire cela. Quels organismes, autres que les associations de défense des animaux, jouent un rôle très important? Attention, question vraiment très difficile. Petit A, les boîtes de nuit. Ok, 3 personnes. Petit B, les entreprises. Quelques personnes. Petit C, les organisations à but non lucratif. Eh bien, la majorité a perdu, car il s'agissait bien des entreprises. Alors, petit C, certes, c'est vrai, cela s'est développé, mais c'est ce dont on a parlé il y a quelques secondes. Et la question qui était posée, c'est autre que des associations de défense des animaux. Donc, les associations, ce sont des organisations à but non lucratif. Donc, on en a parlé. Et donc, d'autres organismes qui se sont développés, ce sont bien les entreprises. On peut voir que le marché vegan est en pleine expansion. Les produits végétaliens sont désignés en 2021 comme la catégorie de l'année avec une croissance annuelle de 199%. Pour avoir un exemple concret de ces chiffres, vous pouvez voir aujourd'hui dans la rue ou dans les métros, ou dans les tunnels de métro, des marques de publicité telles que La Vie ou Happyvore qui sont des marques entièrement végétaliennes, donc ça montre vraiment une augmentation de ces produits. Donc la grande distribution vegan grossit, tout comme les restaurants et les cafés végétariens et vegan. Par exemple, vraiment un truc très concret à Paris, maintenant qu'on est vegan, on réfléchit, on cherche longtemps avant d'aller dans un restaurant. Donc ça c'est vraiment une avancée, il y a 10 ans, on ne pouvait pas réfléchir avant. Donc évidemment, l'augmentation de ce marché s'explique par une offre qui suit la demande, ce qui signifie que la demande en alternative végétale est en forte hausse. Évidemment, les droits des animaux ne sont pas forcément la seule raison du végétarisme ou végétalisme. Il y a également des enjeux environnementaux ou de santé qui sont liés à ces évolutions de comportement alimentaire. Mais une étude réalisée par l'IFOP en 2020 a démontré que le choix d'un régime végétarien ou vegan se décide dans 78% des cas par motivation principale de ne pas tuer d'animaux. Donc on peut voir que c'est quand même la raison qui domine principalement. Ensuite, assez récemment, on a vu cette évolution de mentalité sur la condition animale par le manifeste de Montréal, donc c'est extrêmement récent, ça date du 4 octobre 2022, et il s'agit donc d'un manifeste qui a été signé par plus de 450 philosophes universitaires de 40 pays, qui demandent en fait la fin nette de l'exploitation animale dans le monde. Parmi eux en France, il y avait Florence Burga, Émilie Dardenne ou Corinne Pelluchon.
par exemple. Ainsi, après avoir reconnu la capacité à souffrir des animaux, les philosophes se mobilisent aujourd'hui pour demander la cessation de leur exploitation. Donc tous les exemples que je vous ai cités montrent que la société civile, ou une très bonne partie, semble être prête à apporter un réel changement sur la condition animale. Cela pousse donc à la politisation. Sans la politisation, impossible de mettre de réelles avancées en place. Et c'est maintenant ce que Romain va vous détailler. Voilà, alors donc on va maintenant voir dans quelle mesure la politique doit se mêler de la cause animale pour obtenir des avancées sur cette question. Et on va commencer tout de suite par une petite question. Quel est le point commun entre Françoise Blanchon, Yves Bonnardel et David Olivier, sachant que plusieurs réponses sont possibles. Alors A, ce sont les fondateurs des cahiers antispécistes. B, ce sont des militants animalistes devenus chasseurs après avoir été convaincus par les arguments de Will Schrein. Réponse C, ce sont des élus du parti animaliste. Et réponse D, ce sont des êtres sentients. Alors réponse A, ce sont les fondateurs des cahiers antispécistes. On a la quasi-totalité de la salle. Réponse B, des militants animalistes devenus chasseurs après avoir été convaincus par les arguments de Will Schrein. Très bien. Réponse C, des élus du parti animaliste. Une personne, deux. Et D, ce sont des êtres sentients. Une bonne majorité de la salle là aussi. Eh bien, c'était tout d'abord la réponse A, ce sont les fondateurs des cahiers antispécistes. Alors, les cahiers antispécistes, c'est une revue qui a été publiée de 1991 à 2019, dont l'objectif était de diffuser les idées animalistes en France. Et ça a été longtemps une des seules revues à disposition du public francophone pour découvrir les idées antispécistes provenant du monde anglo-saxon. Et jusqu'à preuve du contraire, ce sont aussi des êtres sentients, c'est-à-dire des êtres conscients, capables d'avoir une expérience subjective de leur vie, capables de ressentir, d'avoir des émotions, aussi bien positives comme le plaisir que négatives, comme la douleur. Et voyons tout de suite en quoi la politisation de la cause animale est nécessaire. Et avant de commencer, j'aimerais tout de suite dire que cette partie a été construite en grande partie à partir des idées de Renan Larue dans son ouvrage « Faut-il politiser le véganisme ?», que je vous invite et incite à les lire, car il dresse un portrait très intéressant de l'inscription de la cause animale dans le clivage gauche-droite. Alors, premier point à retenir, c'est que la politisation de la cause animale, c'est une tendance récente. C'est une démarche qui a notamment été entreprise par les fondateurs des cahiers antispécistes, où ils ont entrepris de sortir le véganisme de la sphère privée pour demander un changement de société. Car jusqu'à récemment, le véganisme était cantonné à cette sphère privée. Mais alors, politiser la question animale, très bien, mais pourquoi est-ce important ? Alors, qu'est-ce que c'est la politique ? La politique, c'est l'art de régir la cité, et ce, à tous les niveaux. Or, justement, les animaux sont impactés dans notre société à tous les niveaux, et notamment dans la sphère privée, dans laquelle seule la politique peut intervenir. Le travail de la politique est évidemment complémentaire de celui des associations. Les associations informent, sensibilisent, influent sur l'opinion publique, font émerger de nouvelles idées. Elles peuvent aussi initier un changement dans la façon d'agir des entreprises, comme par exemple avec L214 qui fait pression sur les entreprises pour changer leurs pratiques. Mais la politique va ensuite offrir différents accès, comme par exemple les finances publiques, l'urbanisme ou encore l'éducation. Donc voilà, les pouvoirs publics sont un réel levier pour changer les lois et règles applicables que n'offrent pas les associations ou d'autres acteurs de la société civile. Alors, si on regarde la façon dont s'inscrit la cause animale dans le clivage gauche-droite, on voit qu'elle est surtout présente à gauche, en France, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Alors en effet, cette idée a été défendue, elle a déjà été défendue par les fondatrices de l'écoféminisme dans les années 90, et notamment Marty Kiel. On peut aussi mentionner le fait que pour beaucoup de militants de gauche et de chercheurs en éthique, la cause animale est considérée comme l'ultime combat contre les oppressions. Et autre élément assez marquant de cette présence à gauche de la cause animale, c'est que la majorité de la littérature antispéciste est originaire d'institutions américaines de gauche multiculturalistes, notamment les universités nord-américaines. Alors bien que la cause animale semble émerger naturellement des idées de la gauche, on voit qu'actuellement la gauche est très indifférente à la cause animale. Et pour reprendre une expression de Renan Larue, les animaux sont les orphelins de la gauche. Alors ça pourrait s'expliquer par une méfiance de la part de la gauche depuis Marx, qui voit les animalistes comme opposés au prolétariat, comme désintéressés par les humains, voire même comme des bourgeois apolitiques et conservateurs, pour reprendre une expression de Charlton Coe et Francione qui ont étudié cette question. Et donc par rejet de la droite, la gauche serait désintéressée de la question animale.
Alors évidemment, ce constat est à nuancer, car on voit que récemment, certains partis de gauche commencent à s'emparer de la question animale, notamment la France Insoumise, depuis l'élection présidentielle de 2017, qui a parlé des animaux d'élevage. Mais d'une manière générale, on n'a pas cet emparement de la part de la gauche pour la cause animale. Néanmoins, ce qu'on pense aux partis animalistes et ce que partage Ronan Larue dans son article, dans son ouvrage, c'est que la gauche à elle seule ne doit pas s'emparer de la cause animale. Les animaux n'auraient rien à gagner à ce que seule la gauche s'empare de la cause animale. Pourquoi ? Parce qu'une des conséquences de ça serait que la droite et le centre rejetterait cette cause. Il y aurait une augmentation de la défiance de la part de la droite et du centre envers la cause animale, qui verrait la cause animale comme une caractéristique de la gauche, comme une lubie de la gauche. Donc c'est pour ça qu'au parti animaliste, on pense que la cause animale doit être une cause qui transcende les clivages, qui rassemble. Et avant d'entrer un peu plus en détail dans la stratégie du parti animaliste, une petite question. Le parti animaliste est-il ? Réponse A, monothématique et transpartisan. Réponse B, monopartisan et transthématique. Réponse C, de gauche et de droite. Réponse D, ni de gauche ni de droite. À nouveau, plusieurs réponses sont possibles. Donc réponse A, monothématique et transpartisan. Une bonne moitié de la salle. Réponse B, monopartisan et transthématique. Une plus petite moitié de la salle. Réponse C, de gauche et de droite. Réponse D, ni de gauche ni de droite. Eh bien, c'était tout d'abord la réponse A. Le parti animaliste est monothématique et transpartisan. Alors monothématique parce qu'il a fait le choix de ne parler que des animaux et de ne pas diluer cette cause dans d'autres sujets qui seraient clivants, orientés politiquement. Et il n'est ni de gauche ni de droite car justement il rassemble des électeurs de tous bords politiques. Alors le choix du parti animaliste sur le monothématisme s'inscrit dans cette stratégie de rassembler les électeurs de tous bords politiques pour que tout le monde s'empare de la cause animale. Alors les objectifs du parti animaliste sont justement de rassembler les électeurs, de gauche comme de droite, d'introduire la question animale dans le débat public, de faire pression sur les autres partis pour qu'ils s'emparent à leur tour de la question animale. Donc on leur fait pression en leur prenant des électeurs qui sont justement intéressés par cette question, et d'obtenir des élus qui porteront la voix des animaux, évidemment. Et contrairement aux critiques qu'on entend assez souvent, le vote parti animaliste n'est pas un vote bobo urbain. Donc si on compare le vote les résultats électoraux du parti animaliste avec certains partis de gauche, notamment Europe Écologie Les Verts, qui est un vote Europe Écologie Les Verts, qui est un parti, un vote plutôt citadin, un vote plutôt de gauche. On voit que les scores sont totalement antinomiques. Donc là, on peut voir deux cartes des scores électoraux d'Europe Écologie Les Verts et du parti animaliste. Et on voit que géographiquement, c'est totalement antinomique. Le parti animaliste fait ses meilleurs scores dans les zones, principalement dans des zones périurbaines, et non pas dans les grandes agglomérations. Alors cette stratégie du parti animaliste porte ses fruits, car nos élus ont obtenu déjà de grandes avancées. Alors juste pour en citer quelques-unes, Sandra Krief, qui est conseillère municipale à Grenoble, a obtenu l'instauration de menus végétariens quotidiens dans les écoles. Alors sachant que les options viande et poisson sont toujours proposées, mais le menu végétarien est devenu la norme. Edine Aristegui, qui est adjoint au maire de Montpellier délégué au bien-être animal, a obtenu la résiliation des conventions de chasse sur les territoires de la commune, ce qui représente 70 hectares sur lesquels il n'est plus possible de chasser. À l'échelle régionale, petite faute, Guillaume Prével, en Île-de-France, a obtenu une aide de 30 000 € pour les animaux d'Ukraine impactés par la guerre. Mais bien sûr, le parti animaliste n'est pas le seul qui a obtenu des avancées pour les animaux. D'autres partis ont eux aussi obtenu des avancées. Alors notamment, on a eu la loi maltraitance animale récemment, qui a été votée, qui a été soutenue principalement par les députés de la majorité, et qui a obtenu des avancées sur les animaux de compagnie, de divertissement et ceux utilisés pour leur fourrure. On a eu récemment l'élection d'Aymeric Caron, donc antispéciste, qui a fait une proposition de loi contre la corrida, dont l'affaire est à suivre parce qu'elle sera étudiée ce jeudi à l'Assemblée. Et au niveau européen, on a des eurodéputés animalistes d'autres pays d'Europe, pas de France, qui ont obtenu un plan pour mettre fin à l'utilisation d'animaux dans la recherche et l'expérimentation, et ainsi qu'une TVA à taux zéro. Ils ont rendu possible une TVA à taux zéro sur les fruits et légumes pour les pays membres de l'Union européenne. Alors en conclusion, on a observé dans la société un changement de mentalité. La société se mobilise à différents niveaux, à titre individuel, via des associations,
Mais cette mobilisation n'est pas suffisante, il faut que la politique s'empare de la question animale, que des partis de gauche et de droite s'emparent de cette question pour offrir cet accès que seule la politique peut offrir. Et la stratégie du parti animaliste, du monothématisme pour rassembler des électeurs de tout bord politique, porte ses fruits grâce aux avancées de nos élus. Et nous allons maintenant voir, dans ce processus de politisation, quel rôle jouent les jeunes, pourquoi est-ce qu'ils s'engagent, comment est-ce qu'ils s'engagent, que ce soit dans la politique et la cause animale. Et on va tout de suite commencer par un état des lieux de cette politisation de la jeunesse. Donc on va voir comment la jeunesse, dans quelle mesure la jeunesse est politisée, et comment est-ce qu'elle s'engage dans la cause animale. Et on commence par une petite question. Quel est le taux d'abstention des jeunes de 18 à 24 ans en 2022 en France par rapport à celui des plus de 60 ans? Il est 2 fois plus important, réponse A. Le même, réponse B. 2 fois moins important, pardon, pour la réponse A. Le même pour la réponse B. 2 fois plus important, réponse C. Et 3 fois plus important, réponse D. Alors réponse A, 2 fois moins important. 3 personnes. Réponse B, le même. Une personne. Réponse C, 2 fois plus important. Une petite moitié de la salle. Et réponse D, 3 fois plus important. Une plus petite moitié de la salle. Et c'était la réponse C, 2 fois plus important. Donc on peut le voir avec ce sondage Ipsos et Sopra Steria qui avait mesuré le taux d'abstention au premier tour des législatives en 2022. Donc voilà, ce taux est très important pour les plus jeunes. Mais l'abstention de la jeunesse n'est qu'un symptôme d'un phénomène beaucoup plus large, qui est un phénomène de désaffiliation politique. Alors par désaffiliation politique, on entend une méconnaissance de la politique, donc des jeunes qui ne savent pas se situer sur l'échelle gauche-droite, un désintérêt de la politique, ne se reconnaître dans aucun parti politique. Donc voilà ce que c'est la désaffiliation politique. Et là, à nouveau, les jeunes donc de 18 à 24 ans sont particulièrement touchés par ce phénomène, donc d'1,5 fois à 2 fois plus important que la génération de leurs parents et celle des baby-boomers. Néanmoins, malgré ce phénomène de désaffiliation et de désintérêt de la politique, la jeunesse accorde un intérêt important à la démocratie, à de fortes convictions démocratiques, parce que 66% des jeunes pensent qu'il est utile de voter et que le vote peut faire changer les choses. Ce qui est un chiffre tout à fait comparable à la génération de leurs parents, et quand même un peu moins important que celle des baby-boomers, mais pas dans les mêmes proportions que ce qu'on a pu voir pour les chiffres précédents. Donc les jeunes votent peu, les jeunes sont éloignés de la politique, les jeunes méconnaissent la politique, donc tous les symptômes d'une désaffiliation politique. Alors ça peut s'expliquer de différentes façons. De nombreuses études montrent une défiance à l'égard des dirigeants politiques très important pour les jeunes. Alors ça pourrait peut-être s'expliquer par le fait qu'ils ne se reconnaissent pas dans la politique, qui est dominée par des gens plus âgés. D'autres études montrent aussi qu'il y a une radicalisation de la jeunesse, qui tolère beaucoup plus que les autres générations la violence politique, et les comportements de dégradation de l'espace public. Donc là, à nouveau, on peut supposer que la jeunesse ne se reconnaît plus dans la politique, ne se cherche d'autres moyens de s'exprimer que la politique. Néanmoins, la jeunesse reste quand même intéressée par la société, est impliquée dans la société, mais par d'autres moyens, notamment via leur engagement associatif. Donc si on regarde le nombre de bénévoles en association, on voit que le chiffre pour les 15-34 ans, pour les plus jeunes, est parfaitement comparable aux générations plus âgées, donc de 35 à 64 ans, voire même supérieur. Il reste inférieur aux plus de 65 ans, on peut émettre l'hypothèse que c'est le temps disponible à la retraite qui permet cela, mais néanmoins ce chiffre n'est absolument pas bas. Et d'ailleurs, le nombre d'engagés en association ne fait qu'augmenter pour les plus jeunes. Donc entre 2010 et 2019, il a augmenté de 37,5% pour les 15-34 ans, ce qui est la plus forte augmentation par rapport aux autres tranches d'âge, et ce taux diminue à partir de 50 ans. Donc les jeunes restent engagés, même s'ils ne s'intéressent pas forcément à la politique. Donc maintenant, après avoir regardé l'engagement des jeunes en politique, on va regarder maintenant comment ils s'engagent dans la condition animale. Et on commence par une question. En comparaison avec la population totale, quelle proportion de jeunes de 15 à 24 ans se considèrent végétariens, végétaliens ou véganes en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni en 2018 ? Alors pourquoi ces 4 pays ? Parce que j'ai trouvé une étude qui portait sur ces 4 pays au niveau européen. Réponse A, 2 fois moins de jeunes se considèrent comme végétariens ou végétaliens que la population totale. Réponse B, la même proportion. Réponse C, 2 fois plus.
Et réponse D, cette question n'a pas de sens, on ne peut pas survivre sans viande. Alors réponse A, personne. Réponse B, la même proportion, une personne. Réponse C, 2 fois plus, une bonne partie de la salle. Et réponse D, cette question n'a pas de sens, on ne peut pas survivre sans viande. 2 personnes. Alors, je suis tout d'abord au regret de vous dire que si on peut survivre sans viande, les études de l'OMS, de l'ANSES le confirment. Et c'était donc la réponse C, 2 fois plus. Donc on le voit à nouveau sur ce graphique, 2 fois plus de jeunes de 15 à 24 ans se considèrent comme végétariens par rapport aux autres tranches d'âge. Donc c'est très élevé. Alors il ne faut évidemment pas faire une corrélation directe entre être végétarien et être engagé dans la condition animale, mais comme l'avait rappelé Alice, c'est souvent une des motivations premières, le végétarisme ou la condition animale pour le végétarisme ou le végétalisme. Donc les liens existent. À nouveau, on peut le voir avec d'autres chiffres, si on regarde la population ayant adopté un régime sans viande, les jeunes sont particulièrement surreprésentés, donc 2 fois plus que le reste de la population. Et si on regarde les végétariens potentiels, donc les personnes susceptibles de devenir végétariennes, à nouveau, les jeunes sont surreprésentés, 1,5 fois de plus que le reste de la population. Donc les jeunes sont plus végétariens que le reste de la population, plus végétaliens, plus susceptibles de le devenir. Mais comment ces jeunes deviennent véganes ? Alors on a des pistes de réponse qui nous sont données par Alexia Renard dans sa conférence « Les jeunes militants animalistes au Québec » qu'elle a donnée aux Estivales de la question animale en 2022. Alors son étude a porté uniquement sur les militants animalistes, pas forcément sur les personnes végétariennes ou végétaliennes, donc des militants, et au Québec, pas en France. Néanmoins, on peut en tirer quelques constats assez intéressants. Alors elle a notamment montré l'importance du rôle du choc moral dans le passage au véganisme. Alors le choc moral, c'est un concept de sociologie qui a été développé par James Jasper en 1998. C'est un processus cognitif, moral et émotionnel qui encourage la participation. Donc c'est lorsque certains événements sont tellement émotionnellement impactants et moralement répréhensibles qu'on se sent obligé d'agir, cela nous pousse à agir, alors même qu'on n'a pas de liens sociaux préexistants avec les personnes dont on va défendre la cause. Donc c'est ce qu'on voit avec, par exemple avec les vidéos d'abattoirs et d'élevage intensif, où on ressent un besoin d'aider ces animaux alors qu'on n'est pourtant pas concerné directement. Un autre élément qu'a remarqué Alexia Renard dans la transition vers le véganisme, c'est le rôle des réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes deviennent véganes par eux-mêmes grâce aux réseaux sociaux, sans une influence directe de leur proche entourage. Et elle a aussi remarqué que beaucoup de jeunes avaient des intuitions morales présentes durant l'enfance et un dégoût de la viande qui était ancré en eux. Donc en conclusion, les jeunes s'engagent peu en politique, s'en désintéressent, votent peu, mais restent actifs politiquement par d'autres formes, notamment associatives. Les jeunes sont surreprésentés dans la part des régimes sans viande par rapport aux autres tranches d'âge. Et les militants animalistes deviennent véganes, notamment grâce au choc moral, donc ce concept sociologique développé par James Jasper. Et beaucoup de jeunes deviennent véganes grâce aux réseaux sociaux, donc par eux-mêmes, sans une influence directe de leurs proches. Et je laisse la parole à Alice. Alors là, Romain nous a fait un petit peu un état des lieux de l'engagement associatif et politique des jeunes dans la cause animale. Donc comme on a pu le constater, les jeunes sont souvent plus sensibles à ces problématiques et donc sont plus aptes à s'engager dans la cause animale. Et ce que l'on va voir à présent, c'est à la fois le bénéfice pour la cause animale de cet engagement des jeunes, mais également le bénéfice que cela apporte aux jeunes lui-même. Donc cette partie, contrairement aux autres parties qu'on a fait précédemment, sont un peu moins tirées d'études statistiques, d'écrits de sociologues, de scientifiques ou encore de philosophes. C'est vraiment une partie sur laquelle, pour la construire, on s'est basé en fait sur l'expérience propre à notre association, donc le campus animaliste. Tous les constats et exemples que je vais vous citer sont tirés d'enseignements, d'observations que nous avons pu retirer d'une association animaliste, politique et de jeunesse qui existe depuis un petit peu plus d'1 an. Mais les exemples que je vais vous citer peuvent également s'appliquer à d'autres associations. Une antenne est en cours de développement à Rennes. Donc tout d'abord, on va voir en quoi les jeunes sont un relais politique majeur. Donc la jeunesse, de par son sens, a un caractère évidemment évolutif. On ne devient pas éternellement jeune, même si certains aimeraient bien. Les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain. Excusez-moi du terme. C'est donc un état temporaire dans lequel chacun passe. Et c'est un état important,
dans le sens où c'est celui durant lequel on se forme, on découvre le monde et où on décide souvent de sa voie professionnelle et personnelle. La plupart des décisions importantes sont prises à ce moment-là. Je dis bien la plupart, pas toutes. Et c'est en cela que les jeunes sont un relais politique majeur. Car si les jeunes sont sensibles à la condition animale et qu'ils s'engagent très tôt, qu'ils se forment à ces enjeux, alors dans 10, 20, 30 ou 40 ans, la cause aura des relais de poids, des représentants puissants en qualité et en nombre. Et c'est pour tenter d'atteindre cet objectif, par exemple, que le campus animaliste a un pôle formation. Le concept est le suivant, on se forme aujourd'hui pour être plus fort demain. Mais je vous parlerai de ce pôle aussi un petit peu plus tard. Ainsi, de la même façon que l'on grandit, ça s'agit, les enjeux sociétaux sont eux aussi voués à évoluer. Il appartient alors à notre génération de les gérer. Notre motivation est alors d'autant plus grande, tout comme notre intérêt à agir. Ce relais politique s'inscrit aussi à travers un phénomène de transmission de connaissances entre anciens militants et nouveaux militants. Le campus animaliste, association de jeunesse du parti animaliste, illustre un petit peu cette idée, dans le sens où c'est en quelque sorte une continuité du parti. Les militants du parti animaliste sont là pour nous guider et nous épauler dans toutes nos décisions tactiques et même dans notre organisation interne. Pour vous donner un exemple un petit peu concret, les réunions qu'on organisait au début pour l'association étaient organisées par des membres du parti animaliste et aujourd'hui c'est nous qui les organisons de A à Z et ils ne sont même plus là pour nous observer ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'ils nous font confiance et qu'on a acquis une certaine autonomie. Et à savoir aussi que cette transmission est à double sens, car les jeunes, eux aussi, peuvent avoir des choses à apporter aux générations plus âgées. Un exemple assez simple, la maîtrise des outils informatiques ou des nouveaux modes de communication, par exemple. Ainsi, l'engagement des jeunes en relation directe avec les militants de longue date permet de faire grandir la force militante pour la cause, de la compléter aussi en quelque sorte. Et en parallèle de cet engagement, les jeunes en retirent eux aussi un certain bénéfice. Alors pour introduire cette dernière partie, on va faire encore une petite question. Donc dans une majorité de situations, qu'apporte le bénévolat, tout domaine confondu? Plusieurs réponses sont possibles. Donc petit A, une énorme perte de temps. Petit B, une meilleure santé mentale. Petit C, plus de stress, et pas plus de stress. Et plus de stress, pardon. Petit C, plus de stress. Et petit D, une meilleure forme physique. Alors qui pense le petit A, une énorme perte de temps? Personne? Très bien. Petit B, une personne, 2 personnes, très bien. On voit le vécu. Petit B, une meilleure santé mentale. D'accord, une toute petite moitié. Petit C, plus de stress. Une moitié presque aussi conséquente. Petit D, une meilleure forme physique. Ok, un quart. Alors, il s'agit du petit B, une meilleure santé mentale, et petit D, une meilleure forme physique. Bon, après, le petit C n'est pas exclu non plus. Les réponses sont tirées d'une étude réalisée par le United Health Group en 2013. Excusez encore mon accent. Selon cette étude qui a été réalisée ça date un petit peu en 2013, environ 94 des répondants à l'étude, soit une grande majorité, ont déclaré que le bénévolat avait des effets sur leur forme physique, sur leur humeur, la taille de leur réseau social ou encore la longévité de vie. Cette étude s'applique au bénévolat en général. On n'a pas trouvé d'études sur les jeunes militants animalistes. Mais en dehors de ces généralités, on va détailler quelques bénéfices qu'apporte aux jeunes animalistes un engagement militant. Alors tout d'abord, pour les jeunes animalistes, il faut savoir que la cause animale a un aspect vraiment particulier, déjà dans le sens qu'elle concerne une majorité d'individus sentients, mais aussi dans le sens où elle est encore assez peu prise en compte, prise au sérieux par la société. Ainsi, le fait d'avoir des idées animalistes aujourd'hui peut nous placer en quelque sorte dans un isolement idéologique. Le terme peut être un petit peu fort, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Quand on n'a personne avec nous qui partage ses opinions ou personne qui ne les prend au sérieux, on peut avoir des difficultés à pouvoir en discuter de manière constructive et on ne peut pas forcément se sentir bien, donc avoir des difficultés de sociabilité ou mentale ou quoi que ce soit. Ainsi, une des premières raisons de l'existence du campus animaliste est le fait de créer un réseau de solidarité entre jeunes animalistes. Dans le sens où les jeunes animalistes ainsi se rencontrent et échangent et peuvent le faire de par l'association et ainsi avec des personnes qui partagent leurs valeurs, leurs opinions sur la cause animale. Et c'est d'ailleurs à peu près 50% des jeunes qui nous rejoignent ont comme première motivation de rencontrer d'autres animalistes. Et pour remplir cet objectif, on a au campus animaliste des pôles spécialement dédiés à cela, comme le pôle convivialité ou le pôle animation en ligne. Donc ça, c'est vraiment un des premiers bénéfices, rencontrer d'autres personnes qui partagent ses opinions. Ensuite,
Un autre bénéfice non négligeable, c'est la formation qu'apporte l'engagement militant. Parce qu'en effet, l'engagement associatif, contrairement à ce que des personnes externes pourraient penser, c'est souvent plus qu'elle est créée dans une manifestation. Les activités militantes développent nombre de compétences très utiles dans la vie en général, mais également des connaissances sur la cause animale. Notre association a d'une part comme objectif de former ses membres à différents sujets relatifs à l'animalisme. Elle a pour cela un pôle formation. Mais le fait de simplement être actif dans les activités d'une association fait monter des... Quoi ? Je voulais savoir, est-ce que vous les avez trouvés ? De quoi ? De qui ? Les débatteurs. On ne vous a pas dit ? En fait, on vous propose de participer à un débat. Et donc, l'idée, c'est de répondre à la question suivante. Faut-il améliorer ou abolir l'élevage ? Parce que serait une conférence sur l'engagement des jeunes en politique si vous êtes juste de simples récepteurs d'informations assis sur leur chaise, justement. Et quoi de mieux pour commencer à appréhender un peu la politique qu'un débat ? Et donc, qui est intéressé ? 1, 2. Ok, très bien. 4 personnes. On va prendre les personnes intéressées, on va vous expliquer les détails et ensuite on revient. Je peux terminer ? Oui, tu peux terminer. Ok. Dis-leur que tu as la conclusion. Merci. On termine. Le débat sera donc après. Comme ça, les personnes volontaires vont malheureusement rater la fin, mais vont pouvoir se préparer. Et nous, on va terminer sur le bénéfice qu'apporte l'engagement militant aux jeunes animalistes. Donc, comme je vous le disais, l'engagement militant apporte un bénéfice de formation dans le fait que, de par l'engagement associatif, on se forme sur les problématiques relatives à l'animalisme. Mais en plus de cela, on se forme également sur des compétences très très utiles dans la vie en général que l'on peut utiliser constamment. Pour avoir un exemple un peu plus concret, on a au campus animaliste plusieurs pôles. Et chaque pôle a 2 co-responsables. Ainsi, ils sont chargés de mener à bien les activités du pôle avec les membres du pôle. Cela permet de développer des compétences, par exemple, de management, d'organisation ou de création de framadat. Je parle d'une expérience vécue. L'aspect politique de l'engagement des jeunes animalistes du campus conduit aussi à rédiger, à prononcer des discours, ce qui développe la rédaction et l'oral. Bon, je pourrais vous donner un panel de compétences vraiment très large que l'on peut acquérir par l'engagement associatif, comme la trésorerie, le graphisme, etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'engagement peut et est vraiment très souvent corrélé à la formation personnelle, mais de manière en fait presque inconsciente, inattendue. On se forme par la force des événements. Enfin, un autre bénéfice qu'apporte l'engagement militant aux jeunes, eh bien simplement la base, c'est de militer. Alors ça, c'est vraiment un bénéfice dans le sens que militer permet en fait de transformer sa colère, son indignation en action. Une des premières motivations des militants est d'agir face à une situation qui les révolte. En effet, quand on voit dans une société une situation qui nous paraît profondément injuste, immorale et cruelle, se sentir impuissant est d'autant plus mentalement insupportable que si l'on agissait de manière concrète. Ainsi, selon une étude réalisée par l'INGEP, publiée en 2016, 47% des jeunes très confiants dans leur avenir sont bénévoles. Pas uniquement animalistes, mais sont bénévoles en général. Ça veut dire qu'ils agissent pour améliorer, selon eux, des points de la société qui leur paraissent problématiques. Ainsi, pour favoriser cette transformation d'indignation en action, l'existence de structures collectives est essentielle. Tout seul, on n'a pas forcément des idées concrètes de ce qu'on pourrait faire, et être dans une structure collective est vraiment motivant et pousse vraiment à l'action beaucoup plus que si on était tout seul. Et le fait d'avoir des structures ayant des tranches d'âge pour les jeunes peut avoir un côté rassurant, donc d'où le sens de l'existence d'associations de jeunesse. Nous, c'est entre 15 et 29 ans. L'engagement militant apporte donc des bénéfices tant pour faire avancer la cause que pour soi. On pourrait qualifier cela en quelque sorte d'un pari gagnant-gagnant. Alors je fais un petit récapitulatif. Donc si vous avez été endormi pendant toute la conférence, c'est le moment de se réveiller. Alors la politisation de la cause animale est nécessaire aujourd'hui car la société civile se mobilise et s'engage sur tous les fronts pour faire avancer cette prise de conscience. De par ce fait, la cause doit être politisée par des élus, par des représentants qui créent des lois et qui inscrivent dans le marbre les avancées animalistes. Ainsi, les jeunes sont une force importante pour l'avancée de la cause animale, déjà pour leur intérêt croissant envers l'associative, et aussi car ils représentent des relais politiques majeurs. En plus de cela, l'engagement militant a des bénéfices tant pour la cause que pour soi-même.
que ce soit évidemment au Campus Animaliste ou dans n'importe quelle autre association militante. On ne souhaite absolument pas faire l'apologie de notre association, c'est simplement que comme on la gère et qu'on l'a créée, on est vraiment capable d'en discuter de manière assez objective. Donc, merci d'avoir tenu jusqu'au bout de cette première partie. On espère que notre conférence quiz vous aura tous intéressés, qui que vous soyez d'abord, jeunes, animalistes, vieux, curieux, bien évidemment, seniors. Bien évidemment, le sujet de notre intervention traitait en partie de l'engagement des jeunes, mais comme l'illustre si bien le thème choisi par l'équipe d'organisation de la semaine antispéciste, il faut percevoir cela dans le prisme de la pluralité. L'engagement des jeunes a son importance, tout comme celui des générations plus âgées, dont l'expérience est une force non négligeable. De même, l'action politique est un moteur pour faire avancer la cause, tout comme les refuges par exemple, ou l'action dans la rue, sont des éveilleurs vraiment extrêmement importants pour la cause. Et malgré le caractère restrictif que peut avoir le campus animaliste sur l'âge d'adhésion, c'est là aussi le message que notre association a envie de véhiculer. C'est par la pluralité d'acteurs, de compétences, d'idées, de forces et de moyens que nous parviendrons à de réelles avancées pour cette cause qui est on ne peut plus légitime et juste. Merci. Donc avant de passer au débat, on va prendre quelques questions si vous en avez. Oui, je voulais savoir, vous êtes présent dans combien de villes et dans quelle ville? Notre responsable pôle locaux va pouvoir répondre. Tout à fait. Alors justement, comme on vous l'a dit au début, on existe depuis 1 an, donc on n'a pas encore des groupes locaux implantés dans plusieurs villes. Donc on a des membres qui sont un peu éparpillés dans toute la France. Une bonne partie de nos membres sont sur Paris, mais on en a aussi à Toulouse, à Strasbourg, à Lorient, à Rennes, à Bordeaux. Et là, la deuxième phase de notre association, ça va être de créer des groupes locaux. Donc les groupes locaux qui ont prévu de se lancer vont d'abord être à Rennes. Donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Il y en aura aussi un à Bordeaux, il y en aura aussi un à Strasbourg et à Toulouse. Donc ça, ce seront les premiers groupes locaux qui vont être lancés. Mais notre objectif, c'est que d'ici 2-3 ans, on en a dans toutes les grandes villes de France. Oui, Alice. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le campus animaliste si on est intéressé? Oui, je peux répondre. Tu peux nous contacter sur tous les réseaux sociaux, donc tu peux voir le logo ici, et ou à notre adresse mail qui est aussi indiquée ici. Et on répond très rapidement. D'autres questions? Je vois que le campus animaliste s'est emparé de la question du spécisme et en parle assez spontanément. D'ailleurs, vous avez accepté l'invitation à la semaine de la pensée antispéciste avec plaisir. Et c'est pas trop quelque chose qu'on retrouve plus largement au parti animaliste, qui met pas super en avant cette question de spécisme. C'est pas du tout d'ailleurs dans le programme officiel pour les présidentielles, par exemple. Est-ce que c'est une différence de communication qui est voulue? Est-ce que peut-être ça fait partie des choses où vous en parliez plus tôt, ça peut remonter des jeunes vers les générations du dessus, de nouvelles idées ou de nouvelles compétences ou façons d'aborder les questions? Alors oui, effectivement, comme tu le dis, le parti animaliste n'est pas antispéciste dans sa volonté de rassembler des électeurs sensibles à la condition animale, quelle que soit leur opinion sur le sujet, welfariste, abolitionniste, voire de simple amélioration de la condition animale, la fin de certaines pratiques. Donc oui, bien sûr, voilà, le parti animaliste n'est pas antispéciste. Nous, au campus animaliste, donc on a une indépendance vis-à-vis du parti animaliste, on est son association de jeunesse, mais on agit quand même relativement en autonomie, donc on a nos propres positionnements. Et effectivement, sur l'antispécisme, on a aussi cet objectif du parti animaliste de rassembler tout le monde, mais c'est vrai qu'on se permet, si je puis dire, d'aller plus loin sur cette question de l'antispécisme. On a une marge de manœuvre, on va dire, par rapport à ça. On est la jeunesse révoltée qui crie haut et fort ses idées. Est-ce que vous communiquez, partagez avec des syndicats étudiants, vous faites des actions ensemble ou vous n'êtes pas du tout liés aux syndicats étudiants? Alors actuellement, on n'a pas fait beaucoup d'actions en coordination avec des syndicats étudiants. Néanmoins, il y a une conférence qu'on a fait il y a début février 2022 avec les jeunes, la jeunesse du parti écologiste, donc les jeunes écologistes franciliens, pour traiter des liens entre l'écologie et l'antispécisme. C'était un événement qui était apolitique, mais c'était uniquement pour avoir des intervenants et des organisations qui faisait le lien entre l'écologie et l'antispécisme. Et donc
tout ça pour dire qu'on n'a pas encore fait beaucoup d'événements en collaboration avec les étudiants, mais c'est notre objectif, comme toute association de jeunesse, de renforcer ces liens-là. Mais après, je pense qu'on n'en a pas fait, c'est également du fait qu'on n'existe pas depuis très longtemps, mais on a vraiment comme objectif, oui, de renouveler ce genre d'événements. Et syndicat ou association, syndicat étudiant ou association de jeunesse, c'est différent ou c'est la même chose? En plus, l'UNEF, c'est quoi? C'est une association de jeunesse, un syndicat étudiant? C'est un syndicat. Oui, non, on n'est pas un syndicat, on est une association de jeunesse, donc on n'est pas... oui, on est l'association de jeunesse du parti, on n'est pas un syndicat, oui. D'accord. Oui, vous dites que vous êtes monothématique et que vous parlez principalement vous focalisez sur les animaux, mais est-ce que ça peut vous arriver de parler de sujets comme l'écologie qui peut être quand même en lien avec les animaux, parce que quand on a un impact environnemental, on va forcément impacter les animaux sauvages par exemple. Est-ce que ça vous arrive de parler par exemple de tous les insectes qu'on tue dans l'agriculture, ce genre de choses? Dans la lignée du PA, on est monothématique, donc on ne va aborder que la question animale, comme voilà, dans cette logique de ne pas la diluer dans d'autres questions et de rassembler tout le monde autour de cette question. Néanmoins, ce qu'on veut montrer avec le Parti animaliste, c'est que cette question a un impact sur énormément d'autres questions, notamment la question environnementale. Diminuer sa consommation ou ne plus consommer du tout de viande a un impact sur les animaux, donc c'est notre argument premier, mais va aussi avoir un impact sur l'environnement, sur la santé. Donc voilà, la question animale, c'est une question qui est finalement transversale et on veut montrer ces liens en étant monothématique. Et bien on va laisser la place aux débatteurs. Eh bien, bienvenue dans le débat space, le débat de la semaine de la pensée antispéciste. Aujourd'hui, on est à Rennes, il ne pleut pas dehors, ce qui est assez spécial, mais il fait un petit peu frais. Et ici, on est bien confortablement installés autour de cet événement que vous attendiez tous. Faut-il abolir l'élevage ou l'améliorer? Deux camps s'affronteront. Donc le premier camp, on a Harry et Pierre. Donc je lis sur votre fiche que vous êtes d'anciens employés vous êtes deux éleveurs, l'un du Morbihan, l'autre de l'île de Vilaine, c'est bien ça? Non. Ouais. Non. C'est mon fils. Ah ouais, il va reprendre l'exploitation familiale. Vous avez changé d'exploitation entre-temps, ouais. Très bien. Et donc c'est bien ça, vous reprenez l'exploitation de votre père donc. Ouais. Vous faites de l'élevage paysan en promouvant un autre modèle que les fermes intensives. Oui, pour le bien-être animal. Très bien. De l'autre côté, nous avons également Pierre et Catherine. Et vous êtes tous deux d'anciens employés d'un abattoir breton. Vous avez vu des cochons, des bœufs, des poulets mourir devant vous. Et vous militez maintenant contre l'exploitation animale. Eh bien, commencez. Donc, pour commencer, vous allez chacun présenter votre vision sur la question, votre point de vue. Et j'imagine que le camp en face aura quelques réponses à vous apporter. Très bien. Tu veux commencer, fils? Vas-y, fiston. Et ben nous, en fait, on a un petit élevage. Nous, on est contre les gros élevages, donc les gros élevages vraiment qui font beaucoup de cruauté envers les animaux. Dans notre élevage, on traite vraiment bien les bêtes, quoi. On a un élevage... on a... 50 têtes. 50 têtes, oui. 50 têtes dans notre élevage. Ouais, c'est un petit cheptel pour notre élevage. Et oui, on est d'accord que la maltraitance animale, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Parce que nous, on aime nos animaux. Et donc, on est d'accord pour dire stop à tout ce qui est industriel, tout ce qui est élevage intensif. Par contre, voilà, nous, on a besoin de continuer de vivre et de continuer à manger de la viande. Mais par contre, tant que l'animal, qu'on le traite comme il faut. C'est vrai que vraiment dans notre élevage, nous, il y avait un respect de l'animal, quoi. On n'est pas comme tous les industries. Et c'est un élevage de quoi? De vaches. De vaches, d'accord. Ouais, de vaches pour la viande. Pour la viande, très bien. Et vos vaches vivent combien de temps? Alors, elles vivent à peu près presque un an.
à peu près. Ah, ouais. Super. Enfin, presque un an, mais après, c'est aussi parce que l'animal a sa taille adulte avec toute sa forme et toutes les. Enfin voilà, c'est aussi la production, elle est comme ça. Ça peut arriver qu'elle vive jusqu'à 2 ans, parce que parfois pour différentes raisons, mais voilà, c'est à peu près ça. Mais elles n'ont pas besoin de vivre plus longtemps. Bah, C'est-à-dire qu'elles ont la taille adulte, elles ont toute la morphologie pour envoyer à l'abattoir et qu'on puisse enfin les consommer. D'accord. Et enfin abréger leur vie de souffrance, parce qu'on peut imaginer que si elles atteignent en si peu de temps leur vie adulte, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, mais c'est bien par tous les aliments, si on peut appeler ça comme ça, et les compléments alimentaires que vous leur infligez. Donc, et les hormones de croissance. Non, au contraire, c'est du soin en fait. Nous, vraiment, l'animal, pendant 1 an, on le chérit, il est vraiment auprès de nous. Bien sûr. Oui. Quand on parle, alors je vois pas ce qu'on peut dire complément alimentaire. Moi, nous, on n'a pas ce genre de choses. On le voit dans l'élevage intensif. Nous, elles sont bien nourries. C'est-à-dire qu'on leur donne du foin. On leur donne alors quand on dit des compléments alimentaires, oui, ça va être des graines, des granulés, des céréales, ce genre de choses pour qu'elles puissent avoir plus de force pour grandir. Mais sinon, elles sont nourries comme il faut. Vis-à-vis de ça, déjà je pense qu'il y a un biais à enlever que beaucoup de gens ont. C'est que l'existence de l'élevage intensif ne justifie pas l'élevage paysan. On a toujours ce biais de se dire s'il y a pire, et ça c'est un peu un phénomène sociologique, s'il y a pire, si on présente quelque chose de moins mauvais, on va trouver ça bien, alors que si on nous avait présenté le truc tout seul, on aurait peut-être plus facilement vu les défauts à la base. Donc déjà je pense qu'il y a ce biais à enlever. Et je pense que tous les arguments qu'il y a autour de comment on les nourrit, de comment on les... de combien qu'ils sont en morphologie d'être tués ou quoi, c'est une vision très utilitariste, dans le sens où on les tue, on considère qu'ils sont tuables à 1 an juste parce que c'est le critère utilitaire de dire c'est là que c'est optimal de les tuer pour nous, mais c'est pas dans leur intérêt du tout. Et si on se passe du point de vue des animaux réellement, et pas avec tout le folklore qui entoure l'élevage et la symbolique de l'élevage paysan et tout ça, on voit tout de suite les failles du fait de se retrouver à l'abattoir. Justement, j'en ai vu des animaux qui se sont fait massacrer à l'abattoir, et c'est pas très joli, quoi. Après, pour dire ça, nous, on les tue nous-mêmes déjà, donc il n'y a pas d'abattoir, etc. Et puis j'imagine qu'on est... et il n'y a pas de souffrance. Oui, il n'y a pas de souffrance en fait. Vous parlez d'élevage intensif, d'accord que l'élevage intensif c'est vraiment pas bien du tout. En tout cas, nous on est contre ces choses-là. Et je sais plus ce que tu as dit, tu peux redire par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, on a du mal à vous comprendre. Je pense que c'est ça, parce qu'on a vraiment du mal à vous comprendre. Nous, c'est une affaire familiale. Et on a toujours mangé de la viande, et ça a toujours été comme ça, et d'ailleurs toute l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Donc on verrait pas pourquoi on nous dit que ce qu'on fait c'est mal, puisqu'en plus de ça, on est subventionné, on est encouragé par tout le monde, notre gagne-pain c'est ça aussi. Donc on a du mal à comprendre pourquoi vous dites ça. Alors si vous dites qu'il y a de la souffrance, ok, nous on est comme vous, c'est-à-dire comme vous, on veut pas de souffrance. Mais il n'y a pas de souffrance chez nous. Je vous invite à venir voir comment nous on élève et comment nous on tue nos bêtes, et vous allez voir qu'il n'y a absolument pas de souffrance. L'animal, vous savez, un coup de carabine, il souffre pas du tout. Voilà, et c'est ça je le dis à tout le monde, il n'y a pas de souffrance. Qu'on soit bien d'accord. Moi, je serais intéressée à visiter votre exploitation et à voir effectivement les jours où vous abattez les animaux. Déjà, autant que je sache, la législation en France, elle est extrêmement stricte sur les lieux d'abattage. Et je suis assez étonnée que vous ayez pu avoir un agrément pour abattre vous-même les animaux que vous élevez pour en tirer profit, et d'autre part donner la mort, que ce soit gentiment ou méchamment, c'est donner la mort, quoi. Donc je pense que pour ce qui nous concerne, qui sommes des militants antispécistes, à partir du moment où vous élevez des animaux dans le seul but
dans le seul but de les abattre pour en tirer de l'argent, il y a quand même quelque chose qui nous choque, quoi. C'est comme, pour moi, c'est un peu comme des enfants soldats, quoi. On a des enfants, c'est pour les envoyer à la guerre. On ne peut pas comparer des enfants et des animaux. Totalement. Et puis c'est pas non plus c'est vrai que c'est la finalité, mais tout au long de la vie, on les chérit, nos bêtes, en fait. Il y a quand même un aspect très affectif avec nos bêtes. Oui, mais Après, j'ai aussi beaucoup de respect pour vous et je sais pas de quelle religion vous êtes, mais les animaux, ils sont là aussi pour l'humain. C'est-à-dire que nous, nous on est croyants, pratiquants, chrétiens, et voilà, nous, ça a toujours été comme ça. Alors peut-être dans votre croyance, il faut pas tuer les animaux, mais bon, je pense pas que ce soit la majorité de ce que pensent les gens. Alors j'avais une petite question du camp des welfaristes, petite question peut-être qui vous déroutera ou pas, mais on verra. Vous dites que vous chérissez vos bêtes, mais est-ce que vous élèveriez soit vos enfants ou même vos animaux de compagnie ainsi, est-ce que vous accepteriez de le faire pour ensuite les manger à la fin? C'est pas la même chose. Carrément, ouais. On mange pas nos enfants, en fait. C'est ça, on mange pas nos enfants. On peut pas comparer un animal et un humain, c'est pas possible. Les animaux de compagnie, par exemple. Oui, pareil, les animaux de compagnie sont des animaux de compagnie. C'est pas des animaux d'élevage. Parce que les animaux de compagnie, ils sont faits pour être en compagnie, justement, des humains. Donc ils sont là pour, un peu comme le chien, voilà, il est beau, on le caresse, il est gentil, on va pas le manger. Et ça vous viendrait pas à l'idée de tuer un chien pour le manger, quoi. Je comprends pas votre question. Qu'est-ce qui différencie ce que va ressentir un chien de ce que va ressentir une vache à l'abattoir? Pour nous, on peut pas, je suis désolé, on peut pas comparer. En fait, j'arrive pas à comprendre comment vous voulez envoyer un chien, par exemple, à l'abattoir ou une vache. Pour nous, c'est pas possible de comparer. En fait, c'est deux animaux différents. Des animaux différents sur le critère que nous, l'utilité pour laquelle on les utilise, mais ça c'est une construction dans le sens où on aurait très bien pu dire que, je sais pas, les vaches étaient utiles pour être montées et on aurait eu toute cette symbolique et monter des chevaux, ça nous paraîtrait ultra bizarre. Alors que c'est pas le cas, on a choisi d'autres choses. On aurait pu prendre les cochons comme animaux de compagnie et les chiens on les aurait mis dans des élevages, et bon c'est ce qu'on fait, mais pas pour les mêmes choses. Mais il y a tout ce problème de voir les choses de manière arbitraire et surtout par rapport à la religion justement. Pour moi c'est pas arbitraire, hein. On a bien choisi les chevaux parce que on peut les monter plus facilement, ils sont plus rapides. C'est un critère utilitaire. Voilà, il y a un critère quand même par rapport dessus. Mais on n'a pas choisi ça par hasard. Et les vaches, elles apportent beaucoup de chair, un chien, non, il y en a moins, quoi. Et puis c'est pas fait pour ça, quoi. Les poulets, ils en apportent moins. Ouais, mais c'est bon. Et puis il y a des pays où on mange des chiens. En Chine, on mange des chiens. Ouais, mais donc tout dépend de. C'est une dérive là. Peut-être faut pas aller peu, à l'extrême. Vous ouvrir sur d'autres, sur ce qui se passe en dehors de votre exploitation, parce que vous aussi vous pensez bien faire et certainement vous faites beaucoup mieux que la très très grande majorité des gens qui élèvent des animaux, mais vous restez quand même sur une logique qui est de l'exploitation animale tout simplement, et qui dit exploitation dit quand même quelque chose qui est à combattre. Vous aimeriez pas qu'on vous exploite ou qu'on exploite vos enfants? Mais alors justement, avant d'aller plus loin, j'avais aussi une autre question du camp des abolitionnistes. Vous parlez de défendre les animaux souvent, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté contradictoire à vouloir défendre les animaux et en même temps faire qu'en abolissant l'élevage, ils n'existeront plus, ou en tout cas ils existeront en de bien moindres proportions? Ça, c'est une bonne question. Parce que vos vaches là, ils seront toutes mortes si on va dans votre pensée. Alors que nous, on les garde, quoi. Ouais. En fait, ce qui importe, c'est plus le côté éthique, dans le sens où ce qui compte, c'est ce qu'on fait objectivement aux animaux, et pas ce qu'il y a autour ou quoi, ce qu'ils subissent vraiment, quoi. Et donc par rapport au fait que les animaux disparaissent, c'est pas forcément ce qui se passerait, mais en tout cas les animaux en soi ne disparaîtraient pas. C'est certains animaux éventuellement, surtout ceux qui ont d'énormes tares génétiques à cause de la sélection de l'élevage justement. Ce qui doit être le cas des vôtres. Oui, parce que c'est toutes des espèces issues des mêmes choses, hein. C'est un système qui s'auto-alimente et qui est très fort pour uniformiser les choses et tout ça.
Donc, en fait, si on arrive dans une société antispéciste, il y aurait toujours des relations avec les animaux, mais qui seraient égalitaires, et évidemment, on ne perpétuerait pas l'écart génétique ou des choses comme ça, et donc certaines espèces éventuellement disparaîtraient, mais bon, c'est difficile de dire lesquelles, voilà, quoi. Après, mais en tout cas, le fait qu'une espèce disparaisse en soi, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que les individus en soi vivent heureux, parce que, s'il reste... Ils vivent heureux. Non, mais à l'abattoir, bof. Et puis nous, c'est vraiment une exploitation naturelle, quoi. On n'a pas tout ce qui est... on fait reproduire des vaches dans des labos ou pour faire des vaches qui donnent plus de chair ou que ce soit. Nous, on est vraiment dans quelque chose de respectueux, quoi. On va pas à l'encontre de la nature. C'est quoi la nature? Les vaches... ce qui est de base. Que deviennent leurs veaux? Ouais. Et déjà... Les veaux, ils sont envoyés dans des fermes dans des fermes spécialisées pour les veaux. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont engraissés, exactement. Ils sont engraissés pour ensuite devenir des vaches. C'est ça, exactement. Pour prendre la suite de mais leur c'est légal, bonheur. tout ce que vous dites, c'est légal. C'est-à-dire que nous... c'est après le velage et... Après Ouais. le velage et puis la vache. Et en plus, je veux dire, on fait tout ce qu'il faut dans les normes. Et puis nous, vraiment, le veau reste quand même beaucoup avec sa mère. Combien de temps? 6 à 8 mois à peu près. Ouais. Ah oui. Après, c'est vrai qu'à un moment, comme ça lui fait un petit peu de mal, elle meugle. Ouais. Mais bon, faites un petit bisou pour la consoler. C'est un peu déplacé, mais... Ouais. Je sais pas si on peut continuer. Bien sûr, alors pour finir, j'aimerais vous faire réagir à un petit chiffre qui, j'imagine, vous mettra peut-être d'accord et peut-être permettra de trouver un compromis sur vos deux positions. Donc actuellement en France, 58% des poules pondeuses, 83% des volailles de chair, donc les poulets, 95% des porcs et 99% des lapins proviennent de l'élevage intensif. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces chiffres et qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir pour y répondre? Moi, si je peux répondre, entendre ces chiffres, ça fait mal, parce que vraiment, l'élevage intensif, pour nous, on est contre, hein, et j'imagine qu'on est tous d'accord sur ce sujet-là. Absolument. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment refaire des petites fermes, quoi, où là, il y avait vraiment le respect de l'animal, on le tue avec respect. Aujourd'hui, c'est un peu la décadence, quoi, avec ce qui se passe. Mais c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, dans notre ferme. Et en fait, dans tous les cas, peu importe la manière dont on les tue ou on les exploite, ça reste une oppression, ça reste générateur de souffrance. Et on n'accepterait pas ça sur des humains ou quoi. Par rapport aux humains, par exemple, on va pas faire une différenciation entre, je sais pas, un viol intensif ou un viol local, bio, humain, ou je sais pas quoi. Ce qui compte, c'est est-ce que l'acte en lui-même est problématique ou pas. Et l'élevage, c'est une logique fondamentalement d'exploitation des animaux et surtout de privation de leur liberté. Je pense que c'est important aussi d'avoir une perspective vis-à-vis du rôle de l'éleveur qu'on n'a pas souvent. On a toujours tendance à vouloir regarder le truc et on se dit si les animaux ils sont sur de l'herbe, ça passe, s'ils ont l'air contents, ça va. Peu importe ce qui se passe le reste du temps. Peu importe ce qui va se passer dans 1 an ou 2 ans. Et en fait, l'éleveur, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la figure qui va toujours aller à l'encontre de l'intérêt des animaux. Et en fait, plus les animaux sont heureux, plus on est dans un truc respectable, comme vous dites et tout, et en général, ça va en corrélation avec une intervention moindre de l'éleveur. Donc plus l'éleveur intervient, pire c'est, moins il intervient et plus il laisse les animaux tranquilles, mieux c'est. Et donc, pour moi, ça met en lumière le fait que l'éleveur est le problème, et peu importe le degré, en fait, c'est quelque chose qu'il faut enlever. En fait. Moi, j'ai l'impression que vous comprenez pas en fait ce qu'on est en train de vivre et notre métier en fait. Il faudrait que vous veniez en fait chez nous pour comprendre qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas besoin de comparer avec des viols, parce que je sais pas pourquoi vous parlez de viols. C'est vraiment une vision assez extrême. Ouais, en fait j'ai l'impression que vous avez une image très extrême de ce qu'on fait, alors que nous, c'est absolument pas l'image que nous on a en tête. C'est-à-dire que si vous venez, vous allez voir qu'il n'y a pas de souffrance, vous allez voir que les vaches, elles sont en bonne santé. Donc ça veut dire qu'on les soigne pour qu'elles soient en bonne santé. Vous allez voir aussi que le bébé, quand il est avec sa maman, tout se passe très bien. Alors oui, quand on les sépare un peu, ils aiment pas trop ça, mais au bout de... Il n'y a pas trop. Ouais, mais au bout de 2 semaines, après elles arrêtent de meugler et tout va bien. Donc il y a vraiment... Enfin, faudrait venir nous voir pour comprendre aussi...
que ce que vous dites, c'est un petit peu trop extrême. En tout cas, ça reflète pas ce que nous, on fait. Et puis vous dites... Alors, malheureusement, on va devoir clore le débat, mais en tout cas, c'était très intéressant. Vous êtes échangé de beaux arguments, et je pense qu'on peut les applaudir. Alors j'aimerais juste apporter une petite précision. Évidemment, les positions qui ont été défendues et les rôles que prenait chaque personne ici, c'était des rôles fictifs qu'on leur avait donnés à l'avance. Donc ça veut pas dire que ce sont leurs opinions personnelles. Et donc c'est un jeu auquel on se prête au sein du campus animaliste. C'est une sorte d'exercice qui nous permet de nous entraîner sur le débat politique. On le fait régulièrement. Donc si ça vous intéresse de prendre part à ce genre de choses, vous pouvez venir le faire au campus animaliste. Donc rejoignez-nous.